C'était le moment brutal où le juge Frank Caprio a complètement détruit l'arrogance d'un avocat au tribunal, laissant l'avocat arrogant sans voix et humilié. La salle d'audience était lourde de tension, ce silence qui pesait sur la poitrine et rendait chaque respiration plus bruyante qu'elle ne le devrait. Des néons bourdonnaient au-dessus de nos têtes, baignant la pièce d'une lueur pâle et stérile. Les bancs en bois craquaient tandis que les spectateurs s'agitaient avec inquiétude, les yeux rivés sur l'homme qui dominait l'espace avec son air arrogant. L'avocat se déplaçait avec l'air de quelqu'un qui se croyait maître du parquet. Ses chaussures claquaient violemment sur le carrelage poli tandis qu'il arpentait le tribunal, ses papiers à la main comme des armes brillantes, prêtes à tout abattre sur son passage. Ses paroles étaient pleines de dédain, chaque syllabe affûtée comme une lame destinée à réduire en miettes la crédibilité de l'accusé. Il dépeignait l'accusé comme un imbécile, un malhonnête, indigne de l'attention du tribunal. Chaque geste, chaque sourire narquois, chaque inflexion de sa voix reflétait l'arrogance. Il ne se contentait pas de plaider sa cause, il exerçait une domination, dominant de toute sa hauteur la petite silhouette assise à la table de la défense. L'accusé était assis, affalé sur sa chaise, les épaules repliées, les yeux baissés comme pour se rendre invisible. Il avait été meurtri non seulement par les accusations, mais aussi par le spectacle qui se déroulait sous ses yeux. Chaque remarque cruelle de l'avocat semblait peser davantage sur lui, le contraignant au silence. Aux yeux des spectateurs, il ressemblait à un homme enterré vivant sous le ridicule et le jargon technique contre lesquels il ne pouvait lutter. Même le jury, habitué à garder une expression impassible, vacillait, mal à l'aise. L'équilibre des forces dans la salle semblait absolu, jusqu'à ce que le juge Frank Caprio se penche en avant. Le changement fut subtil au début. Sa chaise gémit tandis qu'il s'approchait du bord du banc, ses yeux se plissant sur l'avocat avec une intensité discrète. Ce n'était ni bruyant ni théâtral. C'était précis, délibéré, comme un chirurgien prépare un scalpel avant de pratiquer la première incision. L'avocat continua, haussant la voix, martelant des poings comme si son élan pouvait couvrir tout le reste. Mais soudain, d'un ton uni et posé, Caprio coupa court à la performance. Il interrompit l'avocat au milieu d'une phrase, ces mots prononcés calmement, mais avec un poids d'autorité qui planait sur toute la salle comme une ombre. Ce n'était pas une simple interruption. C'était l'ouverture d'un règlement de compte. La suite fut brutale, non pas par son volume, mais par sa précision. Chaque déclaration de Caprio était mesurée, démontant pièce par pièce les arguments de l'avocat. Là où l'avocat s'était pavané avec bravade, Caprio répliquait avec des faits, de la clarté et une acuité morale qui révélaient l'arrogance creuse qui se cachait derrière sa performance. Il rappela au tribunal ce que devait être la justice, se débarrassant de la théâtralité et de l'ego jusqu'à ce qu'il ne reste que la vérité. Le sourire narquois de l'avocat s'estompa. Sa voix, autrefois puissante et inébranlable, trébucha tandis qu'il tentait de se reprendre. Son masque poli commença à se fissurer sous le poids implacable du raisonnement de Caprio. Des halètements parcoururent la galerie. Les gens se penchèrent en avant, les yeux écarquillés, sentant qu'il assistait à plus qu'une correction. Ils observaient un basculement de pouvoir en temps réel. L'avocat, qui quelques instants auparavant semblait intouchable, apparaissait maintenant petit, acculé, exposé. Ses papiers, autrefois des armes, ressemblaient désormais à de fragiles boucliers incapables de résister au coup de la vérité. Même sa posture le trahissait, ses épaules s'affaissaient légèrement, son menton s'affaissait, sa confiance s'effritant à chaque réfutation. L'accusé, jusque-là silencieux, sentit lui aussi le changement. Pour la première fois depuis des semaines, sa poitrine se souleva, submergée par quelque chose de plus que de la peur. Il releva la tête, ses yeux se tournèrent vers le juge, et une lueur d'espoir s'alluma en lui. La voix de Caprio exprimait non seulement l'autorité, mais aussi la conviction. Il ne la releva pas, il n'en avait pas besoin. Chaque mot était chargé du poids de la loi et de la force indéniable de l'équité. Il rappela à l'avocat, à la galerie et même au jury que le tribunal n'était pas le théâtre de l'arrogance, mais le lieu où la vérité était mesurée et où la justice était rendue. Le silence de l'accusé ne ressemblait plus à une défaite. Il faisait partie intégrante du message du juge. L'homme avait été réduit au silence non par la culpabilité, mais par la présence écrasante de quelqu'un qui avait manié l'arrogance comme une arme. Maintenant, cette arme était brisée. L'atmosphère de la salle d'audience changea. Là où, quelques instants plus tôt, régnait l'intimidation, régnait maintenant la prise de pouvoir.
La galerie, autrefois intimidée par la domination de l'avocat, sentit un frémissement dans sa poitrine. Elle avait déjà vu d'innombrables démonstrations d'autorité, mais cette fois-ci, c'était différent. Cette autorité était utilisée non pas pour écraser les faibles, mais pour démanteler l'arrogance. C'était brut, rare et inoubliable. Le bruit des papiers froissés, la faible toux de quelqu'un au fond, et même le grattement régulier de la plume du greffier, tout semblait s'estomper. L'accusé se redressa légèrement sur son siège, une once de dignité revenant dans sa posture. L'homme qui était entré dans la salle d'audience, l'air vaincu, n'était plus le même. L'espoir avait repris son chemin, non pas parce que son innocence avait déjà été déclarée, mais parce que, pour la première fois, quelqu'un s'était dressé contre l'arrogance qui l'avait obscurci. C'était un aperçu de la justice déchaînée, brute et sans filtre, qui modifia le rythme de sa respiration. Le juge Caprio se pencha lentement en arrière, son argument établi, son autorité incontestée. Le silence qui suivit ne fut plus le même. Il ne portait plus le poids de l'intimidation, mais l'écho d'une prise de pouvoir. La galerie avait ressenti le changement, l'accusé l'avait ressenti, même le jury l'avait porté silencieusement dans l'immobilité de leur corps. L'arrogance qui avait empli la salle avait été anéantie, non par la fureur, mais par la vérité. Et pourtant, sous la surface de la victoire, quelque chose de plus sombre s'éveillait. Cette humiliation, ce démantèlement, n'était pas seulement personnel. Ce fut le coup d'envoi d'une guerre qui s'étendit bien au-delà d'un seul procès. L'humiliation de ce jour-là ne s'estompa pas au son du marteau. Elle persistait dans les recoins du palais de justice comme la fumée après un incendie, s'accrochant à chaque murmure et à chaque regard en coin. L'avocat était sorti de la salle d'audience la tête basse, sa foulée autrefois autoritaire se fendant de petits pas rapides et précis. Mais le coup qu'il avait subi n'était pas seulement personnel. Il se répercuta sur des cercles d'influence qui s'étendaient, bien au-delà de cette salle. Les jours suivants, à huis clos, les murmures se transformèrent en conversations feutrées, et ces conversations devinrent des appels téléphoniques frénétiques. L'avocat n'était pas un personnage ordinaire, son arrogance avait été nourrie et protégée par des hommes capables de soumettre la ville à leur volonté. Les juges qui lui devaient des faveurs consultaient nerveusement leurs agendas. Les chefs de police se souvenaient des affaires qu'ils avaient étouffées pour ses clients. Les politiciens se raidissaient à l'idée que leur nom affleure en lien avec lui. Son humiliation n'avait pas seulement révélé sa faiblesse, elle avait aussi révélé la leur. Dans des salles obscures enfumées, des fragments de sa carrière refirent surface tels des ossements exhumés de tombes superficielles. Des flashbacks coloraient les murmures de dures vérités. Des années plus tôt, il avait défendu dans une autre salle d'audience le fils d'un riche cadre accusé d'agression violente. La famille de la victime avait plaidé justice, son chagrin à vif et sans phare. Pourtant, la ruse de l'avocat avait déformé le procès, discréditant les témoins, supprimant des preuves et utilisant ses relations pour influencer l'issue. Le jeune homme était libre, son sourire narquois ressemblant étrangement à celui de son avocat dans la salle d'audience de Caprio. La famille de la victime avait été brisée, ses cris noyés par les applaudissements d'hommes puissants qui félicitaient l'avocat pour son génie. Un autre souvenir flottait dans les coulisses du pouvoir, un conseiller municipal tremblant sous la menace d'être démasqué. Sa corruption avait été révélée au grand jour dans des documents attestant de détournement de fonds et de fraude. Mais l'avocat avait enfoui les preuves si profondément qu'elles n'avaient jamais été révélées au grand jour. Des dossiers avaient disparu, des témoins avaient été discrédités, et le conseiller municipal avait poursuivi sa carrière comme si de rien n'était. L'arrogance de l'avocat n'était pas née d'un simple ego. Elle s'était construite pierre par pierre au fil des années passées à protéger les coupables, à protéger les puissants et à faire en sorte que la responsabilité ne soit qu'un fantôme intouchable. Chaque flashback qui remontait rappelait aux puissants pourquoi ils avaient compté sur lui et pourquoi son effondrement les terrifiait désormais. Ce que le juge Caprio avait démantelé en public n'était pas seulement l'orgueil d'un homme. Il avait mis à mal une structure de privilèges et de corruption soigneusement tissée au fil des décennies. Les partisans de l'avocat ressentaient sa honte comme si c'était la leur. Chaque sourire narquois que Caprio avait effacé de son visage avait également effacé une partie de leur illusion d'invincibilité. Derrière de lourdes portes en chêne et des vitres teintées, ils se réunissaient pour discuter des moyens de limiter les dégâts. Certains ont exhorté à laisser l'humiliation s'estomper, espérant que l'attention du public se détournerait. D'autres ont murmuré des représailles, leurs paroles empreintes de ressentiment. Ils étaient d'accord sur un point. Caprio avait franchi une ligne invisible.
Rares étaient ceux qui osaient défier les mécanismes qui protégeaient les élites, mais Caprio l'avait fait ouvertement, devant témoins, caméras et citoyens ordinaires qui quittaient la salle d'audience, l'espoir brûlant au cœur. Cet espoir était dangereux. Pour Caprio, les jours qui suivirent l'audience furent un tourbillon de routine, noyé dans l'inquiétude. Il continua ses fonctions, présidant les affaires avec sa patience et son empathie caractéristique, mais il sentait la tension ramper aux confins de sa vie. Un coup d'œil à une voiture qui passait trop longtemps devant chez lui. Un appel téléphonique qui se termina dans le silence lorsqu'il répondit. Le changement discret d'expression de ses collègues à la mention de son nom. La tempête qu'il avait provoquée s'intensifiait, et bien qu'il se tenait droit, il comprenait le poids de ce qui pesait sur lui. Il ne s'agissait plus d'un avocat arrogant, mais du pouvoir lui-même, une forteresse qui ne supportait aucune faille. Les rumeurs atteignirent leur paroxysme. Ceux qui avaient autrefois encensé l'avocat s'efforçaient désormais de le protéger. Les juges, chargés de secrets, se rassuraient mutuellement. Caprio n'oserait pas aller plus loin. Les politiciens murmuraient qu'il tirait les ficelles pour l'isoler. Les chefs de police, qui avaient autrefois fermé les yeux, cherchaient maintenant des moyens de retourner les soupçons sur lui si nécessaire. L'humiliation de l'avocat était devenue leur blessure collective, et dans leur désespoir, ils cherchaient à le protéger comme s'ils se protégeaient eux-mêmes. Pour Caprio, la situation était claire. Il était devenu l'adversaire non pas d'un homme, mais d'un système. La question qui se posait désormais était simple, mais périlleuse. Céderait-il à la pression et se retrancherait-il dans le silence comme tant d'autres avant lui, ou s'enfoncerait-il davantage dans le feu, sachant que le prix à payer pourrait être énorme? La réponse commença à se dessiner par une soirée tranquille dans son cabinet. Le palais de justice était vide, l'air lourd d'une odeur de bois ciré et de papier. Son bureau était enfoui sous les dossiers lorsqu'un léger bruit attira son attention. Un léger grattement à la porte, le murmure d'un papier glissant sur le sol. Il se leva lentement, ses pas résonnant dans le silence, et trouva une enveloppe posée juste devant le seuil. Il n'y avait ni nom, ni sceau, seulement le poids pesant de l'anonymat. Ses doigts hésitaient avant de l'ouvrir, son pouce accélérant sous une terreur instinctive. À l'intérieur se trouvait une simple feuille, les mots tapés en caractères simples, mais chargés d'une obscurité qui le glaçait jusqu'aux os. C'était un avertissement, un rappel que sa défiance avait été remarquée et que le silence était de mise s'il tenait à sa vie. Et puis vint le moment glacial, une lettre glissa sous la porte de son bureau, non signée, mais portant une menace incontournable. La lettre était destinée à le réduire au silence. Ces mots étaient brefs, directs et froids, le genre d'avertissement dont le silence pesait plus lourd que le contenu. La plupart des hommes auraient senti la peur les gagner et choisi la voie la plus sûre, se réfugiant dans une obéissance silencieuse. Mais pour Frank Caprio, la lettre eut l'effet inverse. Elle ne le poussa pas à se taire, elle renforça sa détermination. Alors qu'il posait le bout de papier sur son bureau, l'encre encore brûlante dans son esprit, il sentit l'étincelle familière s'allumer en lui, celle-là même qui l'avait poussé à affronter l'arrogance en public. Il ne s'agissait plus d'un procès, d'un avocat, ni même d'un accusé. Il s'agissait d'une machine qui avait brisé d'innombrables vies et s'était enhardie à chaque abus incontrôlé. La menace ne l'effrayait pas. Elle lui rappelait pourquoi il avait choisi cette voie. Ce que ses ennemis ignoraient, c'est que Caprio s'était préparé à ce combat bien avant la confrontation au tribunal. Au fil des ans, alors qu'il présidait des affaires qui semblaient étrangement pencher en faveur de certains accusés puissants, il avait discrètement commencé à collecter les fragments qui ne collaient pas. Des transcriptions contradictoires. Des dossiers scellés qui n'auraient jamais dû l'être. Des murmures de témoins réduits au silence par l'intimidation ou la corruption. Il les rassemblait non par paranoïa, mais par instinct, percevant des schémas que d'autres ignoraient ou choisissaient de ne pas voir. Ces dossiers, rangés dans des dossiers et des tiroirs que personne d'autre ne touchait, contenaient les vérités méconnues de personnes oubliées par un système conçu pour protéger une minorité au détriment du plus grand nombre. En épluchant les dossiers dans les jours qui suivirent la réception de la lettre, l'ampleur du mal se révéla avec une clarté glaçante. Fil par fil, le tableau se forma. L'avocat arrogant, celui qui l'avait dénudé au tribunal, n'agissait pas seul. Il n'en était même pas le cerveau. C'était une arme acérée, polie, et maniée par des hommes restés dans l'ombre. Des juges qui fermaient les yeux lorsque les décisions étaient déraisonnables. Des policiers qui enterraient des preuves qui auraient dû ruiner des carrières prestigieuses.
Des politiciens qui se nourrissaient du secret et s'appuyaient sur des artifices juridiques pour rester intouchables. L'avocat était le rente de paille, celui qui avait l'audace de se tenir au grand jour tandis que la machine derrière lui tournait dans l'obscurité. L'humiliation au tribunal avait non seulement brisé son masque, mais aussi ébranlé la cage de ceux qui comptaient sur lui pour préserver leur secret. Alors que le poids du réseau semblait écrasant, une main inattendue se tendit dans le feu à côté de lui. Un inspecteur à la retraite apparut un après-midi, sa présence presque spectrale après des années d'absence du public. Son nom avait autrefois été associé à un scandale, sa carrière brutalement interrompue par des accusations de mauvaise conduite, mais Caprio avait toujours soupçonné une intrigue plus profonde. Le visage de l'inspecteur était buriné, ses yeux creusés par des années d'amertume et de silence, mais lorsqu'il glissa un dossier abîmé sur le bureau du juge, ses mains étaient fermes. À l'intérieur se trouvaient des documents qu'il avait cachés après avoir été contraint de quitter la police, des rapports enterrés avant même d'avoir pu être soumis, des déclarations de témoins contraints au silence, et des noms qui apparaissaient sans cesse dans l'ombre des archives de Caprio. Les pièces du puzzle concordaient. L'inspecteur avait été écarté comme peu fiable, mais là, à cet instant précis, ses preuves étaient indéniables. Ensemble, leur travail passa du soupçon à la révélation. Côte à côte, ils établirent des chronologies, reliant des points qui dressaient un tableau accablant. Chaque document était une faille dans la cuirasse de la machine corrompue. Chaque témoignage était une voix qui s'extirpait du silence. Les liens de l'avocat arrogant étaient plus profonds qu'on ne l'aurait imaginé. Il ne se contentait pas de protéger les puissants, il participait à un système de blanchiment où l'influence circulait dans les tribunaux comme de la monnaie, lavant les péchés de l'élite tandis que les plus faibles étaient écrasés sous le poids de décisions qu'ils n'avaient jamais eu l'occasion de contester. Caprio avait cru que la bataille judiciaire était le point culminant, mais il réalisait maintenant que ce n'était que le premier acte. La véritable confrontation ne faisait que commencer. Caprio savait ce que révéler signifiait. Lever le voile sur une corruption d'une telle ampleur était non seulement risqué, mais potentiellement fatal. Les dossiers qu'ils avaient rassemblés pouvaient faire tomber des bureaux, mettre fin à des carrières et révéler au grand jour des personnalités autrefois intouchables. Mais ils pouvaient aussi tout lui coûter. Sa réputation, sa carrière, sa tranquillité, peut-être même sa vie. Pourtant, en regardant de l'autre côté de son bureau la pile de preuves qui s'accumulait, il savait qu'il n'y avait pas de retour en arrière. Il avait passé sa vie à servir la loi, et maintenant, la loi elle-même était étranglée par ceux qui prétendaient la défendre. Il ne pouvait, et ne voulait, rester silencieux. La veille de l'audience, le poids de son choix pesait lourd dans l'air. Son bureau était plongé dans l'obscurité, à l'exception de la faible lueur d'une lampe de bureau, les ombres s'étendant sur le bois poli. Dehors, la ville évoluait à son rythme habituel, ignorant que ce bureau unique contenait les germes du bouleversement. Caprio parcourut les dossiers une dernière fois, se préparant à la tempête qui l'attendait. Il était calme mais alerte, l'esprit clair, le cœur résolu. Le silence de la nuit n'était troublé que par le grattement de sa plume et le bourdonnement lointain de la circulation. C'est dans ce silence que le coup suivant se fit entendre. Sur son bureau se trouvait une enveloppe, glissée sans bruit ni trace de mouvement. Il n'avait pas entendu de pas, n'avait pas vu une ombre, et pourtant elle était là, attendant comme une lame tirée dans l'obscurité. Sa main hésita avant de l'ouvrir, mais au fond de lui, il savait déjà ce qu'il contenait. Le papier était simple, les mots tapés sans fioriture, mais leur sens lui frappait les veines comme de la glace. Ce n'était pas un avertissement cette fois. C'était une promesse, ferme et absolue. À la veille de l'audience, Caprio reçut un message unique qui lui fit froid dans le dos. Si vous parlez demain, vous ne vivrez pas assez longtemps pour voir le soir. Le matin arriva, lourd d'impatience, ce genre d'air qui pèse avant l'orage. Devant le palais de justice, la rue était noire de monde. Les journalistes se penchaient sur les barricades, micros tendus, les caméras clignotant en rouge dans la fraîche lumière de l'aube. Les citoyens se serraient les coudes, attendant l'occasion de voir l'histoire de leurs propres yeux. Certains étaient venus par curiosité, d'autres par amertume pour les années de souffrance sous un système dont ils pensaient qu'il ne céderait jamais en leur faveur. Et parmi eux se trouvaient des hommes en costumes élégants et à l'expression calme, à la présence presque fantomatique des observateurs silencieux des institutions, même que Frank Caprio s'apprêtait à mettre en lumière. Lorsque Caprio arriva, il avança du pas assuré d'un homme qui avait depuis longtemps fait la paix avec son passé. Il ne portait rien de clinquant, juste une mallette en cuir patiné,
blottis contre lui, aux bords usés par les années. À l'intérieur se trouvaient les dossiers, d'épaisses piles de documents, gardés comme du verre fragile. Ce n'était pas de simples papiers. C'étaient des histoires, des voix longtemps enfouies, preuve que l'arrogance ne pouvait plus se cacher derrière des sourires raffinés et des gestes incessants. Chaque pas vers les portes était comme une entrée dans un creuset, mais son visage restait calme, imperturbable face à la tempête qui se préparait autour de lui. La salle d'audience était déjà bondée, au-delà de son ordre habituel. Chaque siège était occupé, et même les allées avaient été occupées par ceux qui avaient réussi à passer les contrôles de sécurité. L'air vibrait de murmures sourds, cette tension qui semblait prête à exploser à la moindre étincelle. Le juge était assis, raide, sur son banc, s'efforçant de maintenir l'ordre, mais incapable de dissimuler le malaise qui se lisait dans son regard. À la table de la défense était assis l'avocat dont l'arrogance avait autrefois empoisonné la salle de ses sourires narquois et de ses rires suffisants. Ce jour-là, il était pâle, la mâchoire serrée, ses yeux scrutant les portes comme si une évasion était encore possible. Caprio se tenait droit tandis qu'il déposait les dossiers sur le pupitre. Lorsqu'il commença à parler, sa voix ne criait ni ne tremblait. Elle portait avec la force constante d'un homme qui comprenait le poids de chaque syllabe. Il ouvrit le premier dossier et exposa l'histoire d'une affaire enfouie sous des archives scellées, où les preuves avaient été déformées jusqu'à ce que l'innocence soit condamnée et la culpabilité effacée. Il lut les transcriptions, ses mots tranchant la salle d'audience comme des larmes. Chaque page tournée était une nouvelle pièce d'armure arrachée à la défense de l'avocat, une nouvelle brique arrachée à la forteresse de la corruption. L'atmosphère changea tandis qu'il parcourait les dossiers. Des exclamations s'échappèrent de la foule lorsqu'il nomma des noms, des juges ayant validé de fausses condamnations, des greffiers ayant discrètement falsifié des dossiers, des fonctionnaires ayant empoché des faveurs pour faire tourner la machine. Les familles des victimes se penchèrent en avant, les larmes aux yeux, tandis que leurs histoires, autrefois rejetées, étaient remises au grand jour avec des preuves irréfutables. Les officiers en uniforme échangèrent des regards, certains hochant la tête presque imperceptiblement, incapables de dissimuler la vérité qu'ils avaient connue sous le silence. L'avocat resta figé. Sa bravade habituelle avait disparu, ses mains jointes si fort que ses jointures blanchissaient. Chaque fois que Caprio tournait une nouvelle page, son empire rétrécissait. La salle d'audience, qui avait été son théâtre de manipulation, était désormais le théâtre de son effondrement public. Son regard allait et venait entre la foule, le juge et les journalistes, notant chaque mot, comme s'il cherchait quelqu'un n'importe qui capable d'arrêter l'effondrement. Mais personne ne bougea. Le silence de ses protecteurs était plus fort que n'importe quelle défense. La voix de Caprio ne vacilla pas. Il en arriva au témoignage du détective à la retraite, l'homme qui avait été autrefois renvoyé de la police pour avoir creusé trop profondément. Dans ses paroles, l'auditoire n'entendit pas de l'amertume, mais un avertissement, une carte traçant les veines de la corruption qui se propageait dans le système comme une maladie. Les dossiers révélèrent comment l'avocat avait non seulement abusé des tribunaux, mais avait servi d'arme, avivant et exerçant l'injustice contre ceux qui étaient trop pauvres ou impuissants pour résister. Ce n'était pas seulement de l'arrogance, c'était de la cruauté délibérée, déguisée en loi. La foule ne put plus se contenir. Les murmures se transformèrent en cris, la colère se mêlant au soulagement tandis que la balance commençait à basculer. Les familles des victimes se serraient les unes contre les autres, certaines sanglotant, d'autres applaudissant à travers leurs larmes. Même quelques officiers au fond applaudirent doucement, leurs visages mêlant honte et gratitude. Les murs de la salle d'audience, qui avaient si souvent résonné de procédures stériles, résonnèrent maintenant du son de la vérité qui transperçait l'air. L'effondrement de l'avocat ne survint pas dans un éclat dramatique, mais dans un silence profond. Son visage se vida de ses couleurs, ses lèvres pincées, et ses yeux fixèrent la table comme si le bois lui-même pouvait l'engloutir tout entier. Son arrogance, autrefois son armure, s'était fragilisée, s'effondrant sous le poids des preuves irréfutables. Il n'était plus une figure imposante et autoritaire, mais un homme dénudé devant ceux qui l'avaient autrefois piétiné. Puis, comme sur un signal, les lourdes portes du fond de la salle d'audience s'ouvrirent brusquement. Des agents fédéraux entrèrent, leurs badges étincelants, leur présence attirant l'attention immédiate. Le silence se fit. Chaque mouvement, chaque souffle semblait suspendu dans l'air. Ils descendirent l'allée sans hésitation, le bruit de leurs bottes résonnant au sol. Lorsqu'ils atteignirent la table de la défense, l'avocat réagit à peine.
Il ne résista pas au cliquetis des menottes autour de ses poignets. Le bruit fut irrésistible, comme la fin d'un chapitre trop longtemps laissé ouvert. L'émoi commença aussitôt. Les journalistes se ruèrent sur leurs téléphones et leurs appareils photo, leurs voix se heurtant dans une tempête de gros titres. Les fonctionnaires s'agitèrent, mal à l'aise, sentant déjà les murs de leur propre bureau trembler sous le poids de la révélation. Les familles applaudirent, certaines debout sur des bancs comme si elles s'élevaient au-dessus d'années de silence. Pour la première fois de mémoire d'homme, les personnes présentes dans cette salle d'audience sentirent le système pencher vers elles au lieu de les écraser sous son poids. C'était plus que de la justice, c'était un rappel que la vérité, bien qu'enfouie, avait le pouvoir de surgir et de rugir. Caprio ne savoura pas l'instant. Il rassembla simplement ses dossiers, l'air solennel mais résolu. Il n'avait pas agi ainsi pour les applaudissements, ni pour les flashs des appareils photo. Il l'avait fait parce que l'arrogance qui avait empoisonné les tribunaux ne pouvait pas rester sans réponse. Sa silhouette, cadrée sur fond de tempête de célébration et d'indignation, devint un symbole non seulement de victoire, mais de défi, un rappel que la vérité appartenait à tous ceux qui étaient prêts à se battre pour elle. Il a rappelé à tous les spectateurs que l'arrogance, aussi puissante soit-elle, ne peut résister à la vérité. Et si vous croyez qu'il faut lutter contre la corruption et l'arrogance, quelle que soit leur ampleur, n'hésitez pas à aimer, partager et commenter ce que la justice signifie pour vous, car des histoires comme celle-ci méritent d'être entendues. Avertissement, l'histoire que vous venez de regarder est fictive. Elle explore les thèmes de l'autorité judiciaire, de l'abus d'arrogance professionnelle et des graves conséquences du manque de respect au tribunal. Ce récit vise à souligner l'importance de l'humilité et de la responsabilité, en particulier pour les professionnels de la justice.